Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez correctement dans la salle et à distance? Parfait, super. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marion Breleux. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à l'équipe de m'accueillir. Je vais vous présenter une restitution du festival SXSW qui a lieu tous les ans à Austin, au Texas, depuis pratiquement 30 ans, qui est un festival qui est surtout très connu dans l'univers, des créas et de la communication. Et auquel j'ai la chance d'aller à peu près tous les ans depuis 2018 avec une équipe de vétérans, du festival. Et l'objectif, c'est de partager avec vous les 7 tendances et tech émergentes qu'on a pu observer pendant ce festival. Voilà, je vous en dirai plus au fil de la keynote, mais ils vont de The Beyond à Don't Die et vous verrez comment on relie, tous ces éléments. Donc déjà l'équipe, donc Arnaud et Emmanuel qui sont mes 2 compères avec qui m'ont fait découvrir le festival et avec qui j'y vais donc depuis quelques années maintenant. Et nous formons la French Crew South by. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. On a un partenariat avec le média La Réclame qui suit nos aventures quand on part tous les ans ensemble, seuls ou avec d'autres camarades de jeu. South by, c'est vraiment l'endroit où on voit le futur. Il y a encore quelques années, moi la première fois que j'y suis allée, c'était en 2018. À l'époque, on voyait ce qui allait arriver dans les 3 à 5 ans. Maintenant, ce qui va arriver dans les 3 à 6 mois, parce que tout va très, très vite. Et donc, c'est bien le résumé de ce que dit cette phrase, c'est quand les semaines, en fait, enfin voilà, ont le même impact qu'une décennie en termes de changement et d'impact sur nos organisations et en termes de compétences. On y voit quoi? Donc c'est un peu là, c'est ce que je disais, cette boule de cristal, des tendances émergentes, parfois des innovations disruptives. Mais aussi les nouvelles frontières qui se dessinent en matière d'innovation, de communication, de technologie, de compétences à avoir ou à acquérir. Et c'est souvent quelque chose où effectivement, on doit être un petit peu collé à notre fauteuil parce qu'il y a des choses qu'on voit qui sont vraiment très étonnantes. Tout ne se passera pas comme on l'a vu, mais en tous les cas, ça oblige à réfléchir. Hem, Effectivement, c'est un endroit qui est très compliqué à déterminer et à définir, parce que le SXSW, c'est un festival qui existe que depuis 30 ans. Et c'est un endroit de convergence. Vous avez à peu près 3000 conférences officielles programmées pendant le festival, ça dure 15 jours. Après vous avez le off qui est impossible à quantifier puisque les marques louent des maisons, dans Austin, pour faire leurs propres opérations et leurs propres actions de communication. Des pays louent des maisons aussi. Vous avez la maison du Canada, la maison du Brésil, enfin voilà, c'est vraiment un endroit complètement fou. Et les conférences, les événements ont lieu dans tous les hôtels, dans tous les bars, dans toutes les maisons de la ville. Donc il y a à peu près entre 300 000 et 500 000 visiteurs, qui se rendent à ce festival. 2023, ça a évidemment été, le gros bam parce que c'est l'arrivée des IA génératives. ChatGPT se lance quelques mois avant la programmation du festival et donc on a vu, ce qu'on a appelé, l'AI accélération. C'est-à-dire en gros, on s'est tous pris un peu ce mur de ChatGPT et des IA génératives dans la figure et pour autant, c'était voilà ce que ça va changer parce que c'était pas encore totalement au point. 2024, ça a été une année assez dingue, où là, on voyait vraiment la fracture entre ceux qui avaient pris le train en marche et ceux qui ne l'avaient pas pris, et qui étaient restés en pause depuis 2 ans. On a résumé cette édition, vous pourrez retrouver le compte rendu, par, face à l'IA générative, les entreprises en pleine gueule de bois. Parce qu'on voyait, en fait, il y avait très peu de cas d'usage et on sentait surtout que tout le monde était les pieds dans la glaise avec cette grande difficulté à avancer dans l'IA, à mettre en place des use cases. L'année dernière, en fait, on est déjà rentré dans l'ère post-IA et là, on a mis 10 jours à comprendre ce qu'on venait de vivre avec les 2 loustics dont je vous parlais, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait plein la figure pendant 10 jours et que, en fait, même nous, on n'avait pas pris le temps d'être. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien cette photo parce qu'elle résume ça, c'est Yann Lequin, que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de faire des recherches sur ce monsieur. Qu'est-ce qu'il disait? En fait, en gros, en fait, les LLM, c'est déjà de l'histoire ancienne et donc parce qu'on est dans le monde d'après. On est déjà dans The Beyond, qui est, ce qu'a défini, une des stars que je vous invite à suivre, du SXSW, Amy Webb.
qui publie et qui lance officiellement tous les ans son rapport des tendances émergentes à suivre. Cette année, le rapport des tendances fait 1000 pages. Donc il y a des tendances génériques, pour toutes les industries, mais après vous avez des rapports dédiés pour chaque industrie. L'éducation, les transports, les médias, et cetera, et cetera. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire un peu toutes ces tendances, ces techs émergentes qu'on a observées. Donc il y en a 7, plus un petit bonus, c'est, what the future. Mais voilà ce qu'on a pu voir. L'ère de l'IA symbiotique. On rentre dans l'ère du auto-evolving business. C'est-à-dire que voilà, le business va se reconfigurer, va se reprogrammer tout seul grâce à l'IA avec lequel les entreprises vont pouvoir entrer en symbiose. 2, quantum computing et sciences fondamentales. C'est un peu moins mon domaine de prédilection. En général, c'est Emmanuel, qui est, le spécialiste de ces sujets. J'ai essayé de vous expliquer ce que j'ai à peu près compris de ce qu'il a lui-même compris. Mais on a vu des trucs complètement fous. Intelligence vivante et organoïde, là, ça a été notre claque absolue. Je vous dévoile pas, mais vous allez halluciner. Adaptive leadership, skills are the new data. Ça, c'est un truc de fou. On a vu des choses vraiment intéressantes sur ce sujet qui font vraiment réfléchir à la manière dont on doit penser l'organisation du travail en organisation. La fin des KPI de productivité, comment est-ce que l'IA bouleverse la manière dont on va potentiellement repenser nos métriques en entreprise. Security, privacy, sanity, bâtir le Web 4, point d'interrogation. On a vu des choses intéressantes sur le sujet, mais c'est très incertain. Néanmoins, les questions que ça pose sont essentielles et c'est des sujets auxquels on est confronté tous les jours en tant que citoyen, tout simplement. Ce qui me permet de faire le lien avec Tech is Political. On a assisté à cette édition dans un contexte très particulier, politique qui était très complexe aux États-Unis, qui l'est encore. Tout le monde était juste totalement paniqué par ce qui était en train de se passer. Et vous verrez des choses intéressantes qui émergent, ou pas point d'interrogation, mais en tout cas qui font vraiment réfléchir les Américains. Mars, on y était tout début mars, les 10 premiers. Et donc, par exemple, c'est la période où la liste des ban words a été publiée. Le Canada a annulé officiellement sa délégation et sa maison. Donc d'habitude, ils ont toujours une maison et ils font partie des pays les plus actifs forcément pendant le festival. Là, ils ont annulé leur venue officiellement. Donc, il y avait une ambiance un peu particulière. C'est parti, symbiosis, donc l'IA symbiotique vers l'auto-evolving business. Déjà pour commencer, peut-être un des éléments, on a vu une conf qui est d'une nana qui est passionnante, qui s'appelle Sandy Carter, que j'appelle la dame en rose parce qu'elle est toujours avec des tailleurs roses sur scène. Vous verrez, c'est une CEO d'une boîte américaine qui est passionnante à suivre. Et elle a aussi débunké quelques mythes sur l'IA qui étaient assez intéressants, en rappelant qu'en fait l'IA c'est pas juste une technologie, c'est pas juste une tendance, c'est tout simplement quelque chose qui potentiellement peut transformer fondamentalement nos business et nos vies quotidiennes. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais en même temps, ce qu'elle disait, c'est bon. Alors, ce qu'on nous promet et ce qu'on imagine avec l'IA, c'est un peu ce parfait pancake qui pourrait être publié sur Instagram comme étant ce qu'on cherche à faire avec l'IA. Et puis, en fait, quand on fait le truc en vrai, ça donne plutôt ça. Mais pour autant, bah, c'est quand même déjà pas mal de réussir à faire ça avec une IA. Et donc, bah, en fait, ça va continuer à progresser. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Néanmoins, voilà les différents mythes, je laisse prendre en photo. Je vais pas tous les détailler parce que j'aurai pas le temps et sa keynote est maintenant en ligne, donc vous pouvez la trouver. Mais ce qu'elle dit est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit: «Dans la fondation, vous avez tous ces éléments-là, la data spécifique, les IA, enfin l'IA agentique, et cetera. Ensuite, vous allez avoir les super agents et l'expérience IA, AI first mindset et là, truc hyper intéressant, le GEO. Heu, c'est en gros ce qui remplace le SEO. C'est-à-dire que comme maintenant, on ne va plus faire de recherche sur Google quand on cherche une info, mais qu'on demande à notre IA préférée, bah, en tant que marque, est-ce que vous avez vraiment travaillé votre JEO pour que votre marque ressorte en premier dans les réponses des IA génératives? Et donc elle annonce, là aussi, cette prise en cette fin du SEO, en tout cas, voilà, une autre forme de travail qu'il va falloir faire. Et donc, je vous imagine les compétences qu'il faut acquérir derrière et en même temps, comment on gère la transition des 2 mondes et des 2 modèles. Enfin, voilà, no code,
bah, là, c'est la puissance du no-code et de l'IA générative. On va en reparler, hein, mais je sais pas si, combien d'entre vous ont déjà entendu parler de vibe coding? Yes! Bon, bah, voilà, en fait, c'est tout ça, je vous donnerai des exemples, mais c'est ça. Ce à quoi ça nous mène, l'évolution de l'IA, et je vous invite à regarder la keynote, pour, en savoir plus de Neil Redding, qui est un des stars montantes du festival, qui est vraiment absolument passionnant. Et Neil, il nous dit quoi? Il nous dit: «Bah, en fait, voilà les 5 étapes de la vie de l'IA», et en fait, le stade ultime, c'est la symbiose. Le première étape, c'est simple, hein, c'est vraiment la préhistoire de l'IA générative, c'est la capacité à prompter, c'est-à-dire du prompt. Ensuite, participer, donc c'est comment est-ce que vous faites en sorte que l'IA vous aide dans votre quotidien? Comment vous commencez à lui déléguer des tâches? Et donc là, c'est un peu la notion d'agent IA, et cetera. Comment vous initiez quelque chose par l'IA et comment vous rentrez en symbiose. Concrètement, ça se traduit comme ça. Bah, ça, c'est ce qu'on a vécu en 2023, hein, parce que vous savez, le prompt, on a découvert tous ces outils. Le participatif, c'est le côté où vous allez pouvoir vous prompter vous-même, apprendre des choses sur vous-même ou déléguer des choses. C'est là que rentre en jeu ce fameux vibe coding. Je suis capable de commander une IA et de commander une production avec du langage naturel, et donc on aura des exemples de ça. L'ère de l'agentique, donc là, c'est les outils comme Operator, Task et Deep Research qui sont comment vous déléguez des tâches, entre opérateurs IA. L'IA, bah, c'est en gros, l'initiate, c'est la convergence de l'IA générative et de la robotique. Donc là, vous allez voir des trucs assez fous en la matière. Et enfin, la symbiose, bah, c'est en gros, vous avez un business qui gère tout seul. Voilà, donc ça, c'est un exemple de vibe coding. Vous voyez ici, c'est Neil qui écrit, «Je voudrais une app toute simple qui me permet de, fabriquer blablabla». Donc il raconte, vous voyez la taille du prompt, hein, c'est une petite ligne. Et ça, c'est Claude qui fabrique le code. Voilà, si vous allez sur d'autres outils, bah, ça vous permet carrément de fabriquer une app, en live en quelques secondes. Et ça, c'est tout derrière, hein, oui, voilà. Hem, Avec le no-code, ça donne des choses intéressantes, et donc là, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 6 mois après, quelques mois après le festival. On nous a vanté les bienfaits de AI Builder, qui est vraiment cet outil de vibe coding qui permet en gros de fabriquer un agent IA avec un prompt en langage naturel. Bon, bah, en fait, gros fake, il y a quelques jours, on a reçu l'annonce qu'en fait, ce système reposait sur une armée de développeurs, en Inde. Donc du coup, c'était un peu horrible, hein, parce que j'imagine que une ferme de codeurs qui sont très maltraités. Mais, vous avez néanmoins des choses intéressantes quand même. ERP.AI, enfin vous en avez plein, hein, Go Zigzag. Bienvenue! Installez-vous. À ERP.AI, l'objectif de cette plateforme, c'est que sur l'exemple que je vous ai montré il y a un instant, vous faites un prompt en langage naturel et ça vous fabrique un ERP d'entreprise. Donc en gros, l'OS qui permet de gérer votre entreprise en back office. Et donc on arrive à un truc intéressant, c'est que forcément tout ça mis bout à bout, vous vous souvenez, auto-evolving business, votre business va se gérer tout seul demain avec de l'IA. Bah, en fait, Sandy Carter, elle nous dit: «OK, on connaît le B2B, on connaît le B2C, bienvenue dans le monde du A to A, agent to agent». C'est-à-dire que demain, on va avoir des entreprises qui vont développer une armée d'agents. Vous, en tant que consommateur, vous allez avoir votre propre stack d'agents et ils vont converser entre eux, et donc on va être dans une ère de business agent to agent, qui pourra se traduire par business to agent. Mon système de facturation d'entreprise converse avec, l'agent de facturation de Sage, par exemple, mais aussi person to agent. Exemple, je suis une consommatrice lambda, je cherche à programmer mes prochaines vacances. Aujourd'hui, c'est un peu l'enfer, je dois trouver un avion. Donc là, je vais sur 40 000
outils différents. Air France, les comparateurs de vol, je mets 3 heures à choisir ma classe, mon prix, mon truc, mon machin. Une fois que j'ai trouvé le vol et que j'ai à peu près sécurisé mon voyage, là, je commence à chercher les hôtels, Booking, les machins, les trucs, les bidules. Après, bah, car rentals, il faut que je loue éventuellement une voiture, puis que je trouve des activités, restaurants, et cetera. De un, j'explique à mon agent: «Je veux partir 3 jours à Lisbonne, mon budget c'est ça, je suis plutôt visite touristique avec un peu de resto sympa, et cetera. Débrouille-toi». Et mon agent va se mettre en connexion avec l'agent, d'un comparateur de vol, de Booking, et ils vont tous bosser entre eux pendant que je fais autre chose. Ah, le modèle A2A, Auto Evolving Business. Entre alors, c'est pas tout à fait gratuit parce que pour fabriquer tout ça, il faut quand même avoir, un petit peu de sujet, mais ça veut dire qu'en fait, on a pris peur. Alors peut-être vous êtes trop jeune pour certains pour avoir connu la grande période de l'ubérisation, mais là, on est sur l'agentisation qui est encore un autre level de voilà, de désintermédiation, de réintermédiation à travers des agents. Enfin, en fait, les possibilités d'évolution, elles sont complètement folles. C'est-à-dire effectivement, quand on devient une agence de voyage, bah, en fait, soit on est capable d'intégrer ce système d'agents dans son quotidien, soit ça risque d'être compliqué, ou alors on se retrouve sur un marché niche qui est, des gens qui, on peut imaginer qu'il y a une partie de la population qui refusera du business porté par agent. Pourquoi pas? Porté par rien. Encore plus loin, Neil Reding, une de mes idoles, il dit: «Bah, en fait, l'IA, c'est carrément une nouvelle espèce». Après, est-ce qu'elle est invasive, ou est-ce qu'il faut en faire une alliée comme les champignons qui aident un écosystème, végétal à grandir? C'est ça le point d'interrogation et ce qu'on va devoir gérer, et je vous raconte pas les problématiques que ça pose en termes d'éthique, mais voilà, en tout cas, nouvelle espèce. Et donc ça veut dire qu'en fait, comme on est en plus à un moment où la robotique atteint des capacités d'apprentissage via l'IA générative qui est folle, on est vraiment sur une nouvelle espèce. Et donc, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, donc là, on est encore dans le peut-être 3 à 5 ans, mais peut-être moins. Ce qu'on a vu et ce qu'ils affirment, c'est en gros, on est à ça du ChatGPT moment pour la robotique. Ça veut dire quoi? Si vous vous souvenez, janvier 2023, quand ChatGPT débarque en Europe et dans le monde, ça veut dire que d'un seul coup, l'IA est à la portée de main de n'importe qui, et c'est ça, en fait, que ça veut dire. En gros, demain, la robotique, ça devient, aussi basique qu'un fichier Excel. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à l'IA, et à l'évolution de ce qu'on appelle les réseaux de capteurs, en fait, un robot, pour apprendre, il a besoin de capteurs, capter de la donnée et faire des boucles d'apprentissage. Sauf que ça, plus les évolutions de l'IA, fait qu'en fait, bah, demain, un robot, il est non seulement il peut observer, mais il peut aussi contrôler. C'est-à-dire qu'il peut prendre des décisions et agir dans le réel. Et des tâches qui étaient très compliquées, comme faire ses lacets, c'est une des tâches les plus compliquées à faire faire à un robot. Bah, aujourd'hui, il sait le faire. Parce qu'il a à la fois l'apprentissage haptique, l'apprentissage, matériel, c'est-à-dire qu'il sait ressentir le contact avec une ficelle, et cetera. Autre point dans le système, c'est, bah, comment est-ce qu'on fait converger et discuter entre eux différents agents? On commence à voir, ça vous avez dû en entendre parler, des réseaux d'agents qui sont capables de prendre des décisions et de réaliser qu'à un moment, ils sont en train de se tromper, donc ils rétropédalent en disant: «Non, mais on va tout recommencer et on va reprendre notre procédure de tâche». Les agents qui sont capables de prendre cette décision, pas de souci à les installer. Et donc ça, c'était assez, nouveau, hein, quand on y était. Aujourd'hui, je sais pas si j'ai un biais de confirmation parce que je suis des personnes qui en parlent tous les jours, mais vous avez peut-être vu passer des informations sur le MCP, le Model Context Protocol, qui va permettre là aussi de faire converger ensemble différents agents, les faire travailler ensemble. Donc je vous invite à regarder, c'est vraiment ce qui permet l'interopérabilité, interagent IA. Donc là, ça veut vraiment dire que vous pouvez commencer à fabriquer des systèmes complexes d'agents qui discutent entre eux, qui collaborent entre eux, qui coopèrent entre eux. Donc c'est vraiment ce qui permet de faire reposer le A2A dont je vous parlais.
Oui, en fait, il y a une vidéo qui a circulé là-dessus et oui, effectivement, c'est tout à fait plausible. Alors après, j'ai pas de bagage technique suffisamment pour t'expliquer pourquoi, comment et cetera. Ouais, on va en reparler justement, mais effectivement, en fait, tu as tout ce sujet de la contextualisation du langage, parce qu'en fait, nous, on sait que, quand on parle une grosse fourmi, aujourd'hui, un ordinateur, il est pas capable de comprendre la différence entre une grosse fourmi et un gros éléphant. C'est-à-dire que pour lui, le mot gros, il est exactement au même niveau. Alors que nous, on sait très bien qu'une grosse fourmi, c'est ça, alors qu'un gros éléphant, c'est 1000 fois plus grand. Et donc, l'IA, elle est obligée de transformer ça en token pour déterminer des règles et d'avoir des courbes d'apprentissage extrêmement longues pour comprendre que gros n'a pas la même signification en fonction du contexte. Ce qu'un enfant de 3 ans est capable de comprendre. Aujourd'hui, en fait, on est capable de travailler avec des modèles qui n'ont plus besoin de cet apprentissage, qui vont être capables de comprendre le contexte différent. C'est ça, en fait, qui va changer dans ce langage et qui permet au final d'avoir des conversations entre robots, où l'humain n'a plus besoin d'intervenir. Alors évidemment, ça pose des problèmes. Il y a colossaux, je prétends pas avoir la réponse. Je sais pas si tout ça est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. En fait, c'est ce qu'on a observé. Il y a un côté fascinant de tout ça. Et là, vous êtes sur un des vétérans du web, hein, qu'on a eu la chance de rencontrer. On était, comme des fous. C'est juste l'inventeur du Sir Martin Berners-Lee. Quantum, heu, là, on rentre dans un truc qui est assez fou. Donc le quantum, c'est compliqué à comprendre et c'est compliqué à expliquer, mais en gros, ce que disent les spécialistes qu'on a vus, à South by, c'est qu'on arrive à la zone de convergence où finalement le computing classique commence à devenir très énergivore, demande énormément de ressources pour, résoudre des équations, des problèmes très complexes. Et donc jusqu'à présent, le quantum n'était pas forcément très intéressant et très utile parce qu'en fait, un ordinateur classique, on en est encore à un point où ça demande pas mal d'énergie et de ressources, mais on sait résoudre des problématiques complexes avec un ordinateur classique. On arrive au point, en fait, la nécessité de ressources pour faire ça devient trop délirante avec un ordinateur classique et où en revanche, le quantum reste sur une logique de progression assez stable. Donc, ça pose des évolutions potentielles complètement folles. Donc là, j'ai pas les spécialistes pour expliquer tout ce que tout ça veut dire, donc je vais passer assez vite, ça permettra de laisser du temps à Laura. En revanche, ça veut dire qu'on va avoir des capacités dans les domaines de la biologie, de l'énergie, de la finance et de la cybersécurité qui vont démultiplier nos capacités de calcul et donc potentiellement de faire des choses complètement folles dans tous les sens du terme, pour résoudre des questions pratiquement existentielles de l'humanité comme, la génétique, gérer des parasites et cetera. Et on a assisté à des keynotes de chercheurs qui font ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, avec le quantum, ils se disent: «Bah, en fait, maintenant, on est à quelques mois d'être capable de déchiffrer l'origine du monde et de la vie». Parce que grâce au quantum, la capacité de calcul de nos machines, en fait, elle nous amène à pouvoir le faire dans un horizon qui est maintenant visible dans la vie d'être humain. C'est quoi son Windows, peut-être qu'avec les ordinateurs quantiques, donc la puissance de Bien calcul, sûr. le système style blockchain, puis craquer un peu tout le mot de passe, Bah, il y a tout goûter. la façon, tout ce que je vous raconte là et vous allez voir qu'il y a d'autres sujets qui vont émerger, peuvent avoir des impacts phénoménaux en termes d'éthique, de sécurité, de modification profonde de l'humanité, hein, clairement. Je prends juste une autre question et après on avance, mais oui. Mmh. En fait, le quantum va pouvoir permettre d'aller beaucoup plus vite ou d'avoir, de brosser une quantité d'infos et de data peut-être 1 million de fois plus importante que ce qu'on est capable de calculer aujourd'hui. Il y a pas d'application, hein, de l'informatique quantique. Très peu. Ce qui est intéressant, c'est que donc voilà les éléments auxquels on va pouvoir potentiellement répondre avec le quantique,
Et donc on est presque sur des sujets d'ordre philosophique, hein. D'ailleurs, il y a tout un champ de la philosophie quantique qui existe. Et c'est pas une petite chose, hein. South by, c'est le quantique, c'est un track de conférences à part entière. Vous avez peut-être 200 conférences qui sont programmées sur le sujet, donc c'est vraiment un sujet quand même d'actualité. Quantique, avec un K. J'ai pas la ref, mais ah, avec un K, pardon, oui. Donc voilà, c'est des sujets qui sont quand même assez étonnants et qui nous amènent à Living Intelligence. On a vu là aussi, vous vous souvenez, il y a quelques instants, je vous parlais de convergence de la robotique et de l'IA. Bah, en fait, ça vient à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de reconstruire des intelligences vivantes. Donc là, c'est pas des intelligences artificielles, c'est une intelligence vivante et organoïde. C'est quoi une intelligence vivante? C'est en gros un système qui est capable de percevoir son environnement direct, d'apprendre, de s'adapter, d'évoluer grâce à l'IA, à ces fameux capteurs avancés dont je vous parlais et à la biotech. Les cas d'usage ou d'application potentielle, c'est la fabrication de métamatériels, en fait des matériaux vivants qui sont fabriqués pour se reprogrammer tout seuls. Et les cas d'exemple qu'on nous donne, c'est en gros demain, peut-être qu'on aura des briques qui respirent. Et donc on pourra fabriquer des bâtiments qui s'autorégulent en température, qui respirent. On est capable de reprogrammer. Ouais, ouais. On va être capable de fabriquer du riz. Et donc, si vous vous dites, OK, super, mais donc ça, c'est dans super longtemps, ça a pas d'impact sur mon business tout de suite. OK, imaginez que vous êtes marketeur. Demain, on est capable de fabriquer du riz à la viande. Là, en termes de marketing, ça change un peu la donne parce que votre produit, c'est du riz viande. Comment vous vendez ça? Déjà, le cerveau, il comprend pas l'information. Riz, viande, voilà. Intelligence organoïde. En gros, c'est des matériaux biologiques, donc c'est ce que je viens de présenter, des cellules cérébrales. Donc en fait, ça veut dire qu'on est en train de refabriquer des trucs qui sont presque des cerveaux. Et on a vu des gens qui le font. Ils fabriquent des cerveaux en laboratoire qui permet de rendre l'information vivant et de créer des capacités de traitement de l'info. Bon. Donc en gros, on est en train de fabriquer une nouvelle espèce. Ça, c'est un exemple de biohybride robot fabriqué à base de champignons. C'est pour ça que c'est biohybride robot. C'est donc un robot fabriqué à base de champignons. Et les champignons, ils ont quoi comme caractéristique? Ils réagissent à la lumière. Et donc, quand on envoie de la lumière, des flashs lumineux à ce robot, bah, il s'active. Il réagit à la lumière. C'est ça une intelligence vivante ou un organoïde, un métamatériel. Bah, là, je sais pas te dire, mais je sais pas si tu imagines ce que ça permet de dire. Déjà de dire: «Un, on est capable de fabriquer des robots à base de champignons». Ça veut dire que potentiellement, demain, on va pas fabriquer des ordinateurs. On va produire des ordinateurs en agriculture. OK! Ça, c'est un truc qui existe en vrai, qui a été présenté à South by. Il y a un article qui a été traduit en France sur le sujet. Je sais même pas expliquer. Enfin, même mon cerveau n'est pas capable de traiter cette information. Enfin, c'est quelque chose qui se connecte directement à ton cerveau et qui interagit avec ton cerveau. Enfin, vraiment, on a vu des conférences où on était scotché à notre chaise. Enfin, et donc ça veut dire que, là encore, je fais le lien. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, il y a c'est San Diego, hein, c'est l'université de San Diego. On avait un chercheur qui est fou, qui était génialissime. Donc lui, il fabrique des cerveaux en laboratoire. Et pourquoi il fait ça? Bah, en fait, parce qu'il cher alors lui, il a un fils autiste et il a décidé qu'il allait, hacker l'autisme et donc il cherche tous les champs d'application possibles sur les recherches, cérébrales. Et donc, bah, il est obligé de passer par des chemins très détournés. Donc là, ils sont en train de travailler à comment est-ce qu'on modifie
le cerveau peut, par exemple, ne pas, subir les jets, quand on est en station orbitale. Et donc il bosse avec la NASA. Enfin, je vous invite à aller regarder, vous avez son nom ici. Il a un champ de recherche et un champ d'application de recherche qui est complètement fou et donc il fabrique des cerveaux pour laboratoire. Et donc, bah, ça nous vient à nous dire, bah, finalement, vous vous souvenez, hein, LLM or old news, les LLM, c'est de l'histoire ancienne. Bah, on est quasiment en train de fabriquer des LBM, Large Brain Models, où on est capable de reproduire en laboratoire une cartographie neuronale, donc des connexions neuronales et synaptiques, de simuler une activité cérébrale. Et là, c'est là aussi que tu fais le lien avec le champignon, le robot qui réagit à la lumière. Donc, tu peux faire réagir des objets. Exactement. Et si tu fais le lien avec la robotique, bah, c'est là où on dit, en fait, on est à ça du chat GPT moment pour de la robotique, une nouvelle espèce. Et on va pouvoir faire de la mentale, et cetera. Enfin, des trucs complètement fous. Je passe là-dessus parce qu'en fait, on en a beaucoup, mais ça, c'est vraiment, c'est la marotte d'Emmanuel, qui nous l'expliquera mieux que moi. Mais ça, c'est ce fameux chercheur, c'est une vraie personne, hein, dans ce laboratoire. Et vous voyez que c'est, voilà, c'est, qui a l'air un peu comme vous et moi, normal, mais qui en fait a un champ de recherche qui est complètement fou. Et si vous lisez l'anglais, je vous invite à lire cet article dans le New York Times qui est passionnant, sur son champ de recherche. Et donc, bah, on est peut-être, bientôt dans l'ère où on va donc, grow des computers et pas produce des computers. Parce qu'on est en train d'imaginer qu'on est capable de fabriquer des ordinateurs à partir de cellules naturelles et biologiques. Bien, bien, bien. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. C'est là la différence entre ce qui est émergent et ce qui est, voilà, c'est prospective, hein. Là, on est dans ce qui va se produire demain. Ça prendra peut-être une autre forme que ce qu'on imagine maintenant et la manière dont on le perçoit. Et encore une fois, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est souhaitable, pas souhaitable? J'en sais rien. Je sais même pas comment réagir à ce genre d'informations, mais en revanche, c'est en train d'arriver. Implications éthiques, évidemment, ça a des implications phénoménales parce que, bah, encore une fois, on a choisi cette image et c'est une image, qui a été choisie par Amy Webb parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est parce qu'à un moment, à partir du moment où on va rentrer dans une logique de symbiose avec l'IA, la robotique et la biologie, bah, ça veut dire que potentiellement ce genre de personnage qu'on croit sorti d'un Marvel ou d'un film équivalent, en fait, c'est pas de la science-fiction, c'est carrément possible. Et donc là, on rentre dans une zone d'incertitude qui est ingérable pour notre cerveau, parce que ça a trop d'informations, trop de complexité et on réatterrit. Comment est-ce qu'on gère ça? On a rencontré des gens, on a assisté à des conférences, notamment celle de Maggie Jackson, qui est une nana passionnante, je vous invite aussi à la suivre, dit: «L'incertitude, c'est un signal de votre cerveau qui vous dit: "Il y a quelque chose à apprendre"». Et donc c'est le signal nécessaire pour mettre votre cerveau en ordre de marche, pour vous adapter et commencer à apprendre quelque chose de nouveau. Et certain, c'est que tout ce qu'on sait, c'est expliquer comment le faire. Une machine sait aussi bien le faire que nous aujourd'hui. Donc ça a des implications sur l'environnement du travail qui n'est pas neutre. Keynote passionnante de Mike Bechtel, qui est futuriste pour Deloitte. Si on met de côté les sujets très prospectifs, on est dans de la numérisation, de l'automatisation. Et en fait, ce sont des choses que les entreprises ont déjà intégrées et qu'elles connaissent. Il y a quelques années, on a dû intégrer le cloud et les ERP. Ça a augmenté la ligne de flottaison de l'automatisation en entreprise. Ça a eu un impact sur les travailleurs, sur le monde du travail très important, douloureux, complexe à intégrer. Mais les entreprises l'ont géré. Et ici, ce petit personnage, donc c'est Toby, qu'on pourrait considérer comme étant vraiment le collaborateur lambda en entreprise. Bah, Toby, lui, il essaie de nager au-dessus de la ligne de flottaison de l'automatisation. Donc, on arrive à le mettre au-dessus de la ligne de flottaison des ERP, du cloud, et cetera. Maintenant, il va falloir le mettre au-dessus de la ligne de flottaison de l'IA qui monte et qui commence à automatiser toute la partie back-officielle. Sauf que, est-ce que Toby sait nager? Est-ce qu'il a les compétences pour rester au-dessus de la zone de flottaison?
Point d'interrogation. Et ce que dit Mike Bechtel, qui est intéressant, je ne sais pas si c'est la panacée et c'est aussi un très beau récit, mais ça oblige à réfléchir, c'est qu'en fait, on a toujours dans l'humanité dû aller au-delà de cette ligne de flottaison de l'automatisation depuis que l'humanité existe. Les premières machines agricoles, c'est le cas, travailler à la domestication des animaux et des terres pour bah, c'est une partie de l'automatisation. On finit par s'outiller pour gérer notre environnement. Et il dit dans l'histoire moderne et récente, on l'a toujours fait en s'appuyant sur 2 disciplines. Il donne des exemples passionnants, comme par exemple celui, où finalement les premiers points de suture ont été inventés par quelqu'un qui était chirurgien, enfin qui était médecin, mais qui avait appris à coudre avec sa grand-mère. Donc il s'est appuyé sur 2 disciplines, la couture et la médecine, pour inventer les techniques de point de suture. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à dépasser la ligne de flottaison en s'appuyant sur nos 2 jambes, sur 2 domaines d'expertise. On va réussir à trouver des moyens d'automatiser. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et il dit finalement, ce qui change fondamentalement, c'est qu'on passe d'une ère où le know-it-all, celui qui sait tout, est ce qui est le plus valorisé en organisation, à une ère du learn it all. C'est la personne qui aura le plus de capacité à apprendre qui sera le plus valorisée. Parce qu'en plus, la durée de vie d'une compétence devient très courte. Et donc, il dit, bah, finalement, les dot perfectors, ceux qui sont vraiment des super experts dans leur domaine, oui, il en faut, mais il va falloir surtout valoriser dans les organisations les dot connectors, les gens qui font des connexions entre les disciplines, entre les métiers, entre les services. Parce que c'est de ça que va naître la créativité, la capacité à aller chercher des zones d'automatisation intelligentes. Et donc, le sujet, c'est qu'en fait, on n'est plus défini par ce qu'on sait, on est défini par notre capacité à nous adapter. Donc, l'adaptabilité va être un sujet clé, c'est déjà le cas, mais encore plus aujourd'hui. Finalement, il dit, mais en vrai, bon, bah, c'est l'histoire de l'humanité. On a toujours dû, voilà, une ligne de flottaison, en fait, elle reste au même niveau, c'est notre capacité d'automatisation qui bouge et qui change. Alors là, ce gars, allez, vraiment suivez-le, Jan Bicraft, fait partie vraiment de mon top 3 des speakers à connaître et à suivre, à South by. Donc lui, il dit: «Bon, voilà, 21e siècle, on est là. Ça, c'est la durée de vie moyenne de compétences. Il y a encore pas si longtemps, la durée moyenne d'une compétence, c'était 10 ans, 5 ans. Aujourd'hui, on est à peu près 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, il faut renouveler son stock de compétences parce que celles qu'on a acquises ne nous servent plus forcément à opérer les mots». Ah, bah, la durée de vie d'une compétence va être de 6 mois. Je vous laisse aussi, regarder la durée de carrière, 90 ans. Mais tout le monde en PLS, là. J'ai l'impression. Une bonne nouvelle aussi, hein. Et donc, on est dans une ère où finalement, on va avoir des compétences qui explosent, qu'il faut acquérir très vite, mais qui peuvent aussi devenir d'un seul coup nulles ou marginales, parce qu'en fait, bah, ça devient quelque chose qui est balayé par une autre compétence qui arrive. Donc des flux de compétences qui vont être très abruptes comme ça et avec des courbes d'apprentissage qui vont être très, très rapides. Et donc, finalement, ça c'est intéressant aussi pour vous en tant que futurs travailleurs, en tout cas futur, bah, vous êtes déjà un peu sur le marché du travail, mais en tous les cas, ça va être un point clé, c'est que finalement, ce qui va être le plus important, c'est la capacité à acquérir de nouvelles compétences et à les transférer dans l'organisation, c'est-à-dire à gérer ces flux de compétences de manière rapide. Et donc, là, c'est un point qui, moi, m'a fait halluciner, c'est que les budgets L&D, Learning and Development, Bicraft dit, en fait, si les entreprises veulent réussir à prendre ce prix, ils vont devoir avoir des budgets formation qui vont devoir dépasser, voire égaler les budgets IT, les budgets tech. Si on va continuer avec les ça. Oui et non, parce que de toute façon, tu auras toujours besoin d'humains pour opérer des robots, en tout cas pour les programmer ou pour les piloter, pour les suivre. Et en fait, tu vas avoir ce sujet de compétence. Et donc, la valeur de la connaissance en tant que telle, elle devient nulle ou quasi nulle. En fait, ce qui est important, c'est la connaissance propriétaire.
Notamment quand on est une organisation, parce qu'en fait, les IA génératives, elles ont été entraînées sur 99% des données et des connaissances disponibles dans le monde. En fait, le 1% de connaissances sur lesquelles elles n'ont pas été entraînées, c'est les connaissances propriétaires des organisations. Et donc, c'est là où la connaissance propriétaire, donc la data d'une organisation, elle devient extrêmement précieuse si on veut entraîner des IA, des modèles à fabriquer quelque chose qui va être inédit que les autres vont être. KPI, bah forcément, quand on rentre dans ce monde-là, piloter juste la productivité, et cetera, ne fait plus forcément grand sens. Donc Yann Bicraft propose de nouveaux, KPI, de nouveaux, indicateurs pour les entreprises qui vont plutôt se positionner sur la capacité à innover, la résilience, la prise de risque, l'apprentissage et cetera. Il donne des exemples, je vais pas les détailler parce que sinon on en aurait pour 1000 ans, mais vous pouvez le prendre en photo et revenir dessus un petit peu plus tard. Mais par exemple, il dit: «Bah, là où aujourd'hui on va être peut-être dans une recherche d'efficience et d'efficacité, donc on va piloter des métriques sur les tâches à l'heure, donc vraiment la productivité, les taux de marge, les taux d'efficience. Là, on va plutôt travailler sur la vélocité d'apprentissage, l'indice d'adaptabilité. Donc, il va falloir potentiellement se trouver de nouveaux critères, de nouveaux indicateurs de performance et de pilotage. D'autres exemples, est-ce que votre entreprise fabrique de nouvelles idées, de nouveaux prototypes? Combien elle en fabrique par an, par mois? Le taux de collaboration humain-AI, comment est-ce qu'on suit ça en entreprise aujourd'hui, demain? Justesse et confiance dans la décision, ratio de l'exploration à la commercialisation, c'est-à-dire en gros, le time to market de nos nouvelles idées et cetera. Impact aussi sur les métiers. Si on prend le métier de traffic manager aujourd'hui, dont les compétences sont à peu près là, bah, il va falloir commencer à se déterminer quelles sont les compétences ou les missions, les tâches d'un métier qui sont facilement et déjà automatisables, voire automatisées. Et donc faire des cartographies de l'automatisation de certaines tâches de certains métiers pour se dire: «Ça nous emmène à quoi? Et c'est quoi les liens que je peux faire avec d'autres tâches ou d'autres missions pour évoluer vers d'autres métiers?» Sécurité, privacy, sanity, donc c'est la 6e tendance. Est-ce qu'on est à l'ère du web 4? Le web 4, c'est, vraiment un concept, dont on commence à parler aujourd'hui et qui se base sur l'idée que finalement le web dans lequel on vit aujourd'hui, donc je mets de côté le web 3 qui est le web décentralisé avec la blockchain et cetera. Mais en gros, les médias sociaux, ne sont pas n'apportent pas d'environnement sain, pour nous. Ils détruisent nos capacités cognitives, ils détruisent nos capacités à nous connecter aux êtres humains. Alors après tout ça vient des États-Unis, hein. Vous avez un taux de dépression et de suicide chez les jeunes, qui sont complètement isolés face aux réseaux sociaux qui est absolument inconcevable depuis l'Europe, et depuis la France. Et donc ils en arrivent à vraiment se poser des questions et à se dire: «Il faut qu'on favorise de nouvelles plateformes sociales». Avec évidemment un enjeu politique derrière, qui est de résister à la tech bro, symbolisée par Mark Zuckerberg. Mais néanmoins, quelques chiffres, en gros, c'est, bah, il y a un vrai sujet de privacy qui émerge aux États-Unis, hein, chez une partie, des professionnels de la tech. La privacy, c'était un non-sujet pour eux, hein, globalement. Et en fait, bah, il y a une réalité, c'est qu'on sait aujourd'hui que peu ou prou, il y a 90% de nos datas qui sont collectées sans notre consentement, notamment aux États-Unis. Donc en fait, bah, il y a plus du tout de zone de vie privée et en fait, on pourrait se dire: «Bah, c'est pas grave, moi j'ai rien à cacher». Sauf que et c'est Meredith, Whittaker, la CEO de Signal, qui est, une nouvelle plateforme de messaging, beaucoup plus sécurisée que WhatsApp et compagnie, dit: «Mais en fait, c'est complètement idiot de dire qu'on n'a rien à cacher, qu'on n'a pas besoin d'espace privé parce que sinon, en fait, on fermerait pas la porte quand on va se doucher, quand on va aux toilettes. Évidemment qu'on a besoin de zones de privacy et il faut qu'on en ait sur le web et sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est indispensable, pour l'humanité». Ah bon, après, je sais pas. Il y a certains d'entre vous sont sur Signal comme messagerie? Bah, c'est compliqué de faire basculer tout le monde, de WhatsApp qui a une position quasiment hégémonique, de Telegram vers Signal, mais c'était intéressant. Point intéressant, que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que ça dit quelque chose aussi des de la technologie. On commence de plus en plus à parler de portabilité de nos données et ça, c'est a priori en train d'arriver avec Blue Sky, notamment le AT protocole.
pour la petite histoire, Jay Graeber, qui est la CEO de Blue Sky, en fait, a été initialement recruté par un des fondateurs de Twitter pour créer ça chez Twitter. Elon Musk étant arrivé entre-temps, elle a dû changer de crèmerie. Elle a créé Blue Sky. Mais le projet de base, c'est justement cette notion qui se base sur le web décentralisé et la notion de communauté open source. C'est l'idée qu'on va pouvoir potentiellement demain, donc c'est ce à quoi ils travaillent et ce qu'ils font chez Blue Sky, avec toutes nos données de followers et de publications d'Instagram vers un autre réseau social, par exemple. Voilà. Et donc, de la même manière qu'on a eu la portabilité des numéros de téléphone, et c'est ce qui permet de créer de la connexion et de l'interopérabilité entre plateformes sociales. Mais aussi, dans le côté open source et communautaire, de dire, en fait, demain, vous pourrez avoir sur votre plateforme sociale vos propres règles de modération et de confidentialité. C'est-à-dire que vous pouvez paramétrer à façon votre compte social sans qu'on vous impose les règles que nous, on souhaite pour l'ensemble de la population. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir un choix de gouvernance différent en fonction de ce que vous venez y faire et avec qui vous voulez le faire. Donc, néanmoins intéressant d'avoir ça en tête. Tech is political. Amy Webb, tous les ans, quand elle vient, elle fait un peu des scénarios de projection. Donc là, elle nous en a présenté 2. Les 2 arrivaient globalement à la même conclusion. Il n'était pas forcément très, très réjouissant. Mais celui-ci, je vous laisse lire en forme d'acronyme ce que pourrait dire The Sonic Sanctuary. Et en gros, son scénario, c'est alliance politique et tech. Le bon regard. Et qui pourrait donner lieu à quelque chose qui ressemblerait à The SS. En tous les cas, c'est en train d'arriver. Je ne sais pas si vous avez lu le livre L'heure des prédateurs de Giuliano d'Ampoli. Si vous n'avez pas fait, il est très court, je vous invite à le lire. C'est ce qu'il raconte de manière très précise. Néanmoins, pour se redonner un peu d'espoir dans tout ça, ça a été l'ouverture le choix de la keynote d'ouverture était celle-ci, qui reposait sur la santé sociale. En disant: «Aujourd'hui, on sait qu'il faut avoir une santé physique, prendre soin de son corps et cetera. Avec le covid, de plus en plus, la prise en compte de la santé mentale, est devenue quelque chose d'accepté dans la profession. Il va falloir maintenant qu'on commence à travailler sur la santé sociale comme étant un des 3 piliers de la santé toute court». Et elle dit finalement, c'est les 3 piliers de la santé. Donc c'était intéressant d'avoir ça en ouverture, hein, santé sociale, parce que la santé sociale, c'est quoi? C'est la capacité à se connecter aux autres, à discuter, à avoir des interactions et donc à créer un sentiment de communauté et d'appartenance. C'est un message politique assez fort. Point intéressant, je le mets en œuvre depuis que je suis rentrée. Elle disait: «Un des premiers conseils que je peux vous donner pour travailler votre santé sociale, c'est que quand vous êtes dans une file d'attente ou quand vous êtes dans un moment creux de la journée, arrêtez de scroller sur vos réseaux sociaux. Envoyez un texto à quelqu'un dont vous n'avez pas pris de nouvelles depuis longtemps, pour lui dire que vous pensez à elle ou à lui, ou prenez des nouvelles de quelqu'un dans la vraie vie». Et en fait, moi je le fais depuis que je suis rentrée et vraiment ça change beaucoup de choses, en fait, sur notre rapport au monde et sur les shoots de joie qu'on peut recevoir et ça fait quand même du Kiss Political, donc Jay Graeber, elle était sur scène. Les grands talks comme ça à SXSW, c'est dans des salles de 5000 places, hein. Et qui sont ensuite retransmis en live pour certaines. Elle avait ce t-shirt, qui a été sold out, dans les 2 heures qu'on suivi la keynote, qui était en fait la réponse de la bergère au berger, puisque, je sais pas si vous vous souvenez de ce t-shirt de Mark Zuckerberg, qui en gros en gros, il se prend pour le nouveau César et donc qui marque le tournant très masculiniste, et complètement, tech folle de Zuckerberg et elle a porté un t-shirt qui dit exactement l'inverse, en gros, Go fuck yourself, César. En latin. Et donc le t-shirt a été sold out. Et ce qui était intéressant dans la programmation aussi de South by, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes patronnes de tech. Meredith Whittaker, Jay Gruber, et cetera. Et donc pour moi, ça rejoint ainsi un message de la réponse de la sister tech, qui pourrait être une alternative à la bro tech,
qu'on voit émerger en ce moment et qui est issu de la mafia PayPal et compagnie. Point intéressant aussi, ça c'est la keynote d'ouverture du fondateur, enfin du CEO de South by. Il parle de l'éléphant dans la pièce. Et en fait, on a été dans cette ambiance pendant toute la durée du festival, c'est-à-dire que les noms de Trump, de Musk n'ont jamais été prononcés. Jamais. On est vraiment dans une ère de terreur, où on ne prononce plus leur nom, quand on n'est pas d'accord avec eux. Et le seul qui a eu une keynote, qui est professeur à NYU University, Université de New York, qui lui a eu des propos très durs avec des slides à l'appui, il a cartouché Musk et Trump pendant 1 heure. C'est le seul dont la conférence a été retirée de YouTube le lendemain. Et pas par censure. Je pense que c'est une autocensure de la part de son université qui a dit on va peut-être pas jouer. Ou lui-même qui s'est dit en fait je risque trop. Alors, on est dans cette ambiance avec une résistance qui émerge, mais qui est compliquée et puis qui nous pose aussi des questions en Europe parce qu'on a une dépendance vis-à-vis de la tech américaine qui est phénoménale et qui vraiment pose des questions à la fois éthiques, mais aussi stratégiques, économiques et de. C'est la fameuse keynote du professeur de NYU, comment passer de 0 à 1939 en 3 secondes avec l'image d'une Tesla. Voilà, les dominos de la cowardie. Enfin bon, voilà, donc c'était vraiment très chaud. Michelle Obama a été programmée. Là aussi, elle a pas du tout parlé politique, mais elle a eu un discours très hug thérapie, hein. C'était vraiment câlinothérapie et comment transformer le désespoir en espoir pour retrouver des marges d'action. Là aussi, c'est un message petit fort, même si rien n'a rien ne transparaissait. Et Don't Die, keynote de clôture. Alors moi, je le connaissais pas. Il m'a dit: «Non, tu connais pas Brian Johnson». Brian Johnson, vous le connaissez certainement, c'est l'homme qui cherche à rajeunir par tous les moyens et qui se réinjecte du placenta de son fils, enfin, ouais, creepy. Donc le gars a 50 ans, il a l'air d'en avoir 18, mais intéressant néanmoins. Il dit en fait: «Le vieux monde», 2024, mais voilà, «le vieux monde, c'est YOLO». Donc en fait, on mange McDo, on boit du coca, on fait la fête, on voyage, on fait un aller-retour en Paris-Bratislava, dans la journée, en avion, voilà, on ne vit qu'une fois et en fait, tout ça nous rend misérables, tout ça nous rend pas heureux, ça détruit la planète, ça nous détruit nous et en fait, on est, pilotés par des très grandes entreprises qui cherchent juste à nous faire consommer plus et cetera et donc il faut rentrer dans une philosophie don't die. Donc là aussi, je vous laisse faire regarder sa keynote. Il y a des choses intéressantes. Moi, je trouve ça un peu flippant parce qu'en fait, si plus personne ne meurt, bah, ça va quand même commencer à devenir un peu crowded. Mais, mais il dit des choses intéressantes et il donne des super bons conseils pour prendre soin de soi, sur les bonnes techniques pour aller se coucher tôt, manger sainement, faire du sport avec discipline. Donc rien que pour ça, en fait, vous ne perdrez pas votre temps à regarder, sa keynote. Je ne sais pas si vous arriverez à ne rien manger 4 heures avant de vous coucher, mais mais il y a des éléments intéressants et je trouvais que ça disait aussi quelque chose néanmoins. Ce simple fait de se dire: «On passe de YOLO à une philosophie don't die», elle dit quand même quelque chose des questionnements qui traversent la société occidentale aujourd'hui. Psychédélique, ça peut vous paraître un peu fou, mais en fait, je vous invite à lire des sujets, ça commence à arriver en France, on entend parler, notamment dans la médecine. On promeut, de plus en plus l'usage des psychédéliques. C'est très controversé, mais c'est néanmoins intéressant et là, vous commencez à avoir des expériences psychédéliques plus LLM qui sont assez fous et alors, évidemment, il y avait la French Touch, on a rencontré Thomas Joly, on était vraiment très contents et je termine ensuite pour laisser la place à Laura, le projet d'Extinction de Colossal. Là aussi, ça vous montre que c'était une des conférences clés qui a marqué la fin du festival. Colossal est en train de travailler vraiment sur, du reséquençage ADN pour redonner vie aux mammouths, par exemple. Donc là aussi, c'est un sujet qui est intéressant, flippant aussi, mais intéressant. Voilà, c'était les 7 tendances observées à South by. Eh bien, Dans la course. Marion, je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à Marion.